Chers amis auditeurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver autour de votre fréquence de référence, la référence des fréquences africaines, toujours à l'affût des grands événements africains, afin de vous proposer un plateau spécial sur la Guinée. Vous devinez que les élections guinéennes sont un prétexte justement pour faire ce plateau-là à l'attention de nos auditeurs panafricains. Car loin d'être une âme ruinée, une nation qui sait valoriser ses potentialités est semblable à un individu qui sait tirer parti de ses atouts. Le président Sékou Touré en a fait ce qu'il a voulu et est parti. Le président Condé en a fait ce qu'il a voulu et est parti. Le président Camara en a fait ce qu'il a voulu et est parti. Le président Condé veut en faire ce qu'il veut. Dalen Diallo et les candidats vont-ils le laisser faire? Du Caire au Cap, la Guinée apparaît comme le Congo, comme les deux pièces centrales d'une mécanique qui ne dit pas son nom et fait de ce berceau de l'humanité qu'est l'Afrique un vaisseau intergénérationnel à l'affût du temps. Le carbone 14 continue à le montrer. Et de l'espace, la théorie de la dérive des continents étant là pour le rappeler au monde. Par les effets induits des changements climatiques par exemple, et c'est justement sur ce terrain-là que la Guinée apparaît comme socle avec ses 1605 cours d'eau, d'un atlas hydrogéologique qui en fait le château d'eau de l'Afrique, ces 2 à 4,8 mètres secondes de vent de son atlas éolien, sans compter son atlas solaire au cas par cas à l'horizon K, qui ne l'est plus d'ailleurs pour le Guinéen, car les résultats des élections sont là, qu'à l'État. Et justement pour aborder la Guinée, nous avons comme invité M. Seydou Diallo, responsable de l'UFDG, chargé de communication, et Moustapha Gueye, rédacteur, journaliste et sociologue de la Tribune, afin justement de cerner ses contours et ses détours d'un pays qui a joué sa partition dans l'histoire de l'Afrique et la géographie de ce même continent. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Gueye, bonsoir. Yes, bonsoir à vous. La réalisation de Condé ne va-t-elle pas être le coup de boutoir qui va écarter les autres candidats? Je vous remercie, Monsieur Fall. Diop. Monsieur Diop, excusez-moi. Je voudrais tout d'abord profiter de votre tribune pour saluer le peuple sénégalais, remercier le peuple sénégalais pour l'accueil chaleureux qu'il a envers les ressortissants guinéens qui vivent sur le territoire national. Remercier les autorités sénégalaises pour la mise à disposition de forces de l'ordre indépendantes, je dirais, qui ont réussi à canaliser le processus électoral de bout en bout. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier l'ensemble de la communauté guinéenne vivant au Sénégal pour sa grande mobilisation et sa grande civilité tout au long de ce processus électoral, malgré les différentes contraintes et difficultés que nous avons rencontrées. La réélection, vous parlez de réélection du président Alpha Condé, je pense que nous en sommes loin. Je pense que vous devez plutôt parler de autoproclamation du président Alpha Condé. Autoproclamation, pourquoi? Autoproclamation parce que ce à quoi nous assistons, c'est un véritable hold-up électoral. Et je pense que nous sommes loin de parler d'une élection dans la plus basique forme. Et justement, les chiffres le confirment-ils cette option-là? Les premières tendances sont-elles tombées? Oui, mais vous savez, si nous nous référons par exemple à ce qui se passe ici à Dakar, pour ne pas d'abord parler de la Guinée. Ici à Dakar, vous avez pu constater, et les citoyens sénégalais ont pu le constater, vous avez vu tout le tintamarre médiatique communicationnel qu'Alpha Condé a pu déployer, toutes les banderoles qui sont sur l'autoroute et un peu partout dans Dakar. On aurait cru que Alpha Condé était en train de faire l'élection ici au Sénégal alors que l'élection se passait en Guinée. C'est dans la mesure du temps, la campagne. Vous n'avez pas vu une pancarte de Cellou Dalein. Qu'est-ce que le résultat de Dakar montre? Cellou Dalein gagne avec 85% des voix. Alpha Condé 12%. Donc vous pouvez constater que malgré tout le tintamarre qu'on veut nous faire croire, avec l'accueil qu'Alpha Condé a reçu ici à Dakar, on avait voulu faire croire aux Sénégalais qu'Alpha Condé avait une once de crédibilité
envers les ressortissants guinéens. Ce sont vos calculs. Ce sont les chiffres officiels qui proviennent de la centralisation des votes. Et justement, pour ne pas tomber dardard en fait dans cette bataille des chiffres, pour ne pas dire cette guerre des nombres qui se dessine, nous avons aussi le plaisir d'avoir sur le plateau M. Mandiou Conté, chargé de communication du RPG, c'est bien cela, RPG Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel Sénégal, qui peut nous édifier aussi sur ces chiffres, n'est-ce pas? Quand le penseur disait qu'on peut faire dire aux chiffres ce que l'on veut, généralement, les nombres aussi peuvent dire ce qu'est la réalité. Et les images, on peut les faire Quelle parler. lecture on peut avoir justement de ce qui se passe, des réalités actuellement en Guinée et dans la diaspora, si vous le voulez dire. D'abord, je remercie la Convergence FM de nous avoir invités ce soir au niveau du studio. Et je remercie également la communauté guinéenne vivant au Sénégal. Donc, pour ce qui concerne les élections qui ont eu lieu le 11 passé, je dirais que d'abord, il y a eu un peu de dysfonctionnement. Mais dans un calme, quand même, qui a étonné quand même par rapport à la surchauffe électorale, dans la tranquillité, sans aussi de débordement. Mais bon, il y avait toujours des dysfonctionnements au niveau de la CENI. La CENI qui n'a pas fait son travail comme nous l'avons souhaité. Même si vous remarquez, nous, RPG Arc-en-Ciel, nous avons perdu 2000 électeurs. Quand vous prenez de Zoal, pendant l'enrôlement d'abord, on a empêché les Guinéens, les citoyens guinéens, de faire leurs droits civiques. C'est-à-dire l'enrôlement n'a pas été à la hauteur. Également à Rufisque, et à Thiaroye, à Yumbel, à Guédiawaye. Donc beaucoup de nos militants n'ont pas été recensés. Et d'autres ont été recensés et leurs cartes d'électeurs n'ont pas été retrouvées. Donc il y a eu un problème de distribution et d'émission tardive des cartes d'électeurs. Donc avec tout ça, 45 bureaux de vote étaient prévus. Mais nous n'avons eu que 43 bureaux de vote. Même d'autres sont venus pour faire le vote, mais n'ont pas pu voter parce que il n'y avait pas... les récépissés n'étaient pas accordés pour faire le vote. Et là, M. Diallo vient d'avancer le chiffre de 85% pour Dalen Diallo. 12% et 12% pour Alpha Condé. Et les autres Il y a candidats, le penseur qui disait qu'un croquis vaut 1000 mots. Est-ce que nous pouvons avoir des chiffres de votre côté qui peuvent quelque peu permettre de poser une comparaison? Moi, j'ai posé une question aussi. Oui, si vous le voulez dire. Quand même, on sait qu'il y a 8 candidats. 8 candidats, 5 millions d'électeurs et 19 000 agents de sécurité sur le terrain qui ont été mobilisés en Guinée seulement. Mais comment ici, à Dakar, on peut avoir 85% pour un candidat et 12%, et les autres candidats, qu'est-ce qu'ils ont eu comme... J'aimerais aussi poser cette question. Les autres candidats, ne m'ont pas beaucoup intéressé. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de programme, ils n'avaient pas de projet? Bon, ils sont peu importe, ils sont des Guinéens, ils ont leur, comment on appelle, leurs représentants ici. Mais le bureau où moi j'étais, le candidat par exemple, Sidi Aturé, l'UFR, n'a eu que 7 voix. Et il y avait 3 bulletins nuls. Et le président Alpha Condé avait 85 voix. Maintenant, si on va... Et les autres étaient 0-0. Si on s'intéresse au fond et à la forme en fait des projets, de la logique de programme et de projet... vous permettez, M. Diop, oui, si vous le voulez bien. Juste pour compléter, il n'y a eu aucun bureau de vote où Cellou Dalein n'est pas sorti vainqueur. Donc je voudrais juste corriger mon collègue ici présent quand il dit que le professeur Alpha Condé a eu 85 voix. Je voudrais bien l'inviter à parler du score de Cellou Dalein dans ce même bureau de vote. On sait vraiment comment ça se passait. Si on respectait ce qui était sur les fichiers, beaucoup de personnes n'auront pas pu voter. Oui, le président d'abord de la CEAMI, M. Émile Yombono Baba, est passé à partir de 13h à mon bureau et demandé d'accepter les gens qui ont des cartes d'électeurs portant le numéro de bureau de vote. Selon le communiqué numéro 3 et 4 de la CENI. Voilà, de toute façon, nous allons entrer en fait dans les détails de ces chiffres-là et faire un état des lieux des élections, des premiers résultats en fait qui nous parviennent. Mais si on s'intéressait en fait au fond du problème, dividende pour diviseur, le quotient est là, il y a des restes qui peuvent faire la différence. Pour ce qui est du contenu des programmes et des projets, est-ce que des projets comme l'inauguration du barrage de Caleta ne vont pas peser lourd en fait sur la balance pour permettre de faire la différence, M. Diallo? Quel est le programme alternatif que vous avez proposé et qui peuvent être éventuellement des éléments alléchants pour l'électorat? Écoutez, Caleta, c'est un bel ouvrage, très bien, mais à quel coût? C'est ça qui est important.
Caleta a été établi à plus de 500 millions de dollars. Alors qu'à la base, on nous parlait de 200 millions de dollars. Donc il y a eu, comment est-ce qu'on est passé de 200 millions de dollars à 500 millions de dollars? Il faut tenir compte de la hausse du dollar aussi. D'accord. Oui, mais la hausse du dollar, mais le dollar n'a pas doublé. Hein, donc, ou ne s'est pas déprécié de moitié. Donc, vous voyez, la fluctuation monétaire ne peut pas expliquer une surfacturation de plus du double. Hein, donc mais ça explique beaucoup de surcoûts quand même. Oui, mais d'accord. Mais on nous parle aussi de l'installation d'une centrale de 15 MW. Et bien entendu, avec la possibilité de valorisation de 1605 cours d'eau. Oui. Est-ce qu'en termes de logique de projet et de programme, Dalein a proposé par exemple un programme qui peut être un programme vraiment alternatif? Écoutez, sur le plan énergétique par exemple. Écoutez, sur le plan énergétique, Alpha Condé a commencé... Ouais, pourquoi est-ce qu'on a inauguré Caleta juste à la veille des élections présidentielles, hein? Puis là, nous n'avons pas encore la certitude que Caleta fonctionne comme annoncé. Nous avons eu l'habitude avec Alpha Condé d'inaugurer des projets, des ouvrages, et puis quelques mois plus tard, on se rend compte que ça ne va pas. Je vous donne un exemple, la cité Place des Diamants, hein, qui nous avait été présentée comme étant la cité des cités, hein, la vitrine de Conakry. Quand il y a eu la saison des pluies, hein, on a eu des photos sur Facebook où c'était complètement inondé, on ne reconnaissait plus rien. Donc, avec Alpha Condé, méfions-nous. Hein. Moi, je vous dis, Caleta, c'est sur le bon chemin, fort bien, avec un coût exorbitant qui ne nous est pas encore expliqué. Nous demandons un audit. Nous voudrions avoir un audit complet de cet ouvrage-là pour savoir la passation des marchés publics sous Alpha Condé. C'est majoritairement du gré à gré. Mais il ne badine pas avec les audits quand même, depuis qu'il est au pouvoir. Il ne badine pas avec les audits. Est-ce qu'il s'est audité lui-même? Avez-vous déjà vu Alpha Condé auditer son... C'est l'électeur guinéen qui doit l'auditer. C'est l'électeur guinéen qui doit l'auditer. C'est ce que je vous dis. Si vous dites que c'est l'électeur guinéen qui audite, moi je vous dis, l'électeur guinéen au Sénégal a audité. L'UFDG a eu 85%. Alpha Condé a eu 12%. Mais justement, ça, c'est un audit. À travers en fait son programme, quel candidat semble avoir esquissé le meilleur croquis qui va pousser les autres éventuellement au silence? Quand on dit qu'un croquis vaut 1000 dessins, 1000 mots, quel est le candidat? Parce qu'il y a une arithmétique des alliances qui peut se dessiner. Écoutez. Et cette arithmétique des alliances, est-ce que vous avez une stratégie en fait pour pouvoir reprendre pour tous ces candidats qu'on considère en fait comme négligeables, mais qui peuvent peser lourd sur la balance? Non, écoutez, il n'y a pas de candidat négligeable. Nous à l'UFDG, nous respectons tous les candidats. Ce sont des partenaires. Comme vous avez pu le constater, il y a 7 candidats de l'opposition et il y a le candidat Alpha Condé, le candidat président sortant. RPG. Du RPG arc-en-ciel. Alpha Condé était là, contrairement à 2010, où il était l'opposant historique. C'est que nous, en Afrique, on aime très bien les opposants historiques, parce qu'on peut supposer que comme ils se sont opposés pendant longtemps... Non, mais quand même, c'est basé sur un combat, quand même. On sait combien de fois il a fait la prison. C'est-à-dire, on peut pas nier le passé de l'homme, quand même si on ne reconnaît pas ses ouvrages. L'expérience peut faire la différence. Tout à fait. Oui, mais Alpha Condé lui-même déclarait récemment qu'il ne connaissait pas la Guinée et qu'il ne connaissait pas les cadres guinéens. Monsieur Condé, qu'est-ce que vous en dites? Moi, ce que je dirais d'abord, concernant Caleta, ce n'est pas le coût qui est important, mais le résultat. Parce que nous avons vu d'autres, ils ont géré pendant 50 ans, depuis que la Guinée a accédé à l'indépendance, ce que nous n'avons pas pu obtenir. Le président Alpha Condé, dans 5 ans, a mis la Guinée sur le rail. Regardons un peu à Conakry. Moi, je viens de là-bas, il n'y a pas 2 semaines. Mais le courant, l'électricité est partout, 24 sur 24. Apparemment, ces mots qui riment avec profession de foi, et qu'on pourrait mettre sur les mots avec MAX, semble rimer pour vous avec Caleta, le même barrage, le même ouvrage. Y a-t-il d'autres ouvrages qui peuvent être éventuellement... Également, il n'y a même pas... Avant la fermeture des campagnes, ils ont fait la pose de la première pierre du barrage plus grand que Caleta, de 500 MW, qui s'appelle Swapiti. Aujourd'hui aussi, qui va être encore un bijou de l'Afrique de l'Ouest, qui va servir beaucoup de pays en électricité. Donc Caleta même est censé donner de l'électricité à Conakry et les villes périphériques, et les 30% seront vendus à l'étranger. Donc ça, c'est un exploit. Et lorsqu'on parle également, mon confrère parle de Diamond Plaza, tout le monde connaît que la Guinée, il pleut excessivement. Donc quand il pleut, même quel que soit l'état, la qualité de construction, oui,
d'un bâtiment ou d'un endroit, quand ça inonde, c'est partout, même aux États-Unis. Et là, par exemple, donc, pour ce qui est du domaine... Aujourd'hui, partez voir, allez-y voir si Diamond Plaza n'est pas encore... Pour ce qui est du domaine de la santé, on a vu qu'avec Ebola, pratiquement, nombre de systèmes sanitaires en fait, de pays africains se sont effondrés, à l'exception, bien entendu, du système sanitaire du Sénégal, par exemple. Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements, il y a des prémices de correction de ces dysfonctionnements qui ont été présentés aux Guinéens afin de leur montrer qu'il y a vraiment une alternative crédible? Tout à fait. Bon, la Guinée n'avait jamais connu Institut Pasteur, mais avec Ebola, aujourd'hui, on a installé Institut Pasteur. Donc, ça a servi même, non seulement les médecins, ça a formé les médecins guinéens, d'autres même de la sous-région. Le Sénégal est allé donner des notions, n'est-ce pas? Les médecins sénégalais ont allé donner des notions aux médecins guinéens et les Français également. Donc il y a l'échange entre les médecins et ça a formé, disons, le corps, disons, médical. Et justement, c'est par cette interaction-là que je vais tendre la perche à mon collègue sociologue, parce qu'on sait que en fait, la Guinée, c'est le vote ethnique. Et les aspects en fait, religieux qui insistent beaucoup sur ces aspects-là. Est-ce que je peux revenir sur Ebola, s'il vous plaît? Oui, si vous le voulez bien, oui. Parce que mon confrère d'RPG Arc-en-Ciel parle comme Alpha Condé en disant que nous connaissons maintenant l'Institut Pasteur, etc. C'est-à-dire que Alpha Condé d'ailleurs l'avait dit, Ebola est une opportunité pour lui. Pour la Guinée, pas pour lui. Oui, mais pour la Guinée. Vous imaginez ce que vous dites, que Ebola est une opportunité, c'est grave. On a eu plus de 2000 morts et vous osez affirmer qu'Ebola est une opportunité pour la Guinée. Je vais vous dire que permettez que je termine, vous allez parler à votre tour. Beaucoup plus de mal qu'Ebola. Choléra a fait beaucoup plus de victimes qu'Ebola. Ebola n'a fait que 2000 morts, 2000 victimes. Mais choléra qu'il parle, Ebola qu'on parle, mais choléra, à leur temps, lorsqu'ils étaient à leur mandature, choléra, avec un simple choléra qu'on parle aujourd'hui, a fait beaucoup plus. Mais vous permettez que je m'exprime. Il y a un abord par le superlatif. À tour de rôle avec mon confrère. Permettez que je m'exprime une minute, s'il vous plaît. Vous dites que 2000 morts. Vous savez, c'est ça la différence entre les États bananiers et les grandes démocraties. La vie d'un citoyen est précieuse. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a eu que 2000 morts. Non. Ce n'est pas pour minimiser. Permettez, je suis en train de faire une comparaison des victimes. La vie n'a pas de prix. Chers confrères, permettez que je termine mon propos. Nous sommes ici dans un débat. Chacun va parler à son tour. La vie d'un citoyen est précieuse. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a eu que 2000 morts. Pourquoi il y a eu autant de morts? Ebola est apparu dans 3 pays, dont 2 qui sortaient d'une décennie de guerre civile. Le Libéria et la Sierra Leone. La Guinée n'a pas connu de guerre civile. Comment est-ce que... Mais qu'est-ce qui justifie en fait le fait que le système sanitaire se soit ébranlé? Oui, mais parce que la gouvernance d'Alpha Condé n'a pas pris à temps la mesure du problème. Ils ont d'abord commencé par nier l'épidémie. Ils ont commencé par dire qu'il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas d'Ebola. Au moment où tout le monde tirait la sonnette d'alarme, ils ont même accusé à un moment donné les ONG, Médecins sans frontières et autres, d'instrumentaliser cela pour pouvoir se faire de l'argent. Donc, ils ont d'abord commencé par nier l'épidémie, l'existence de l'épidémie, et après, au moment où ils se sont rendus compte que... Ils se sont trompés de cible. Ils se sont trompés de diagnostic au départ. Quelque chose malheur est bon, ils en ont tiré les leçons. Je voudrais vraiment le faire comprendre que c'est par la Guinée qu'on a découvert qu'Ebola existait. Les autres pays ont été contaminés avant la Guinée, on ne savait pas. C'est par la Guinée qu'on a compris qu'Ebola existe dans la sous-région. Il ne faudrait pas dire que le gouvernement a pris ça avec négligence. Et justement, les Guinéens sont-ils prêts à vivre 1000 fois ce qu'ils ont vécu 4 fois à travers les présidences de Sékou Touré, de Condé et de Camara Dadis? C'est la question que j'allais poser encore pour affiner. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'état actuel, parce que les résultats, il faudra attendre encore 6 à 7, 8 jours, dit-on, ce qui est un peu trop, sans compter les dysfonctionnements de la CENI, qui fait qu'on est allé voter dans des écoles, dans des bus, dans des stations-service au quartier de Séjou d'Aden Diallo, c'est dans une station-service qu'on a voté. Tous ces victimes et dysfonctionnements-là ont un peu émoussé l'engouement et la mobilisation des Guinéens qui sont vraiment mobilisés pour avoir le cas aller voter. Mais maintenant, avec cette disposition-là, on voit 7 candidats opposés aux résultats qui vont être proclamés et qui ne sont pas encore proclamés. Quand un candidat
qui est candidat à sa propre succession et dont les partisans sont prêts déjà à, comme il dit, autoproclamer sa victoire. Moi, je pose la question de savoir, est-ce que l'opposition peut-elle se permettre de transmettre un autre message que celui-ci? Quelle approche non violente du conflit pour résoudre ce problème de contentieux électoral, sans qu'on soit ni à couteau tiré, ni à court d'idée? Je voudrais vous poser la question. Si le devenir de la Guinée, l'avenir de la Guinée vous intéresse, parce qu'il faut ici non seulement interroger le passé, au-delà c'est le peuple guinéen qui doit gagner. Voilà, donc il faut interroger le passé, comme il a dit, les 4 fois que ces incidents ont eu lieu, il faut interroger le passé, ausculter le présent, n'est-ce pas, et maintenant, pourquoi pas, n'est-ce pas, et inviter ou convoquer l'avenir, et c'est à cette convocation de l'avenir là que je vous interpelle pour répondre à cette question. Et c'est ce qui rejoint quelque peu la question, les Guinéens sont-ils prêts à vivre 1000 fois ce qu'ils ont vécu 4 fois et peut-être une 5e fois avec l'élu de demain? Bien sûr, les Guinéens sont prêts à vivre 1000 fois, plus que ça même qu'avant. Mais ce que je veux vous dire sur les élections, la Guinée a besoin de la paix. N'est-ce pas? Comme tout autre peuple. Comme l'Afrique. Donc on ne peut rien régler dans la violence. Donc même si vous avez remarqué, le président Alpha Condé à sa rentrée à Conakry pour la clôture de campagne n'a pas fait une manifestation. Parce qu'il y a eu juste une incompréhension ou bien une manifestation entre l'opposition quand El Hadji Dalein Diallo devait rentrer. Vous savez, la route nationale, là où se trouvent les mécaniciens, ceux-là, ils sont trop réactifs. Au niveau des militants de Cellou Dalein Diallo, il y en a qui ont jeté des pierres. Et là-bas, donc, il y a eu des confrontations. Ça, c'était la base du président Alpha. Donc, il y a eu des problèmes entre ces deux groupes. Finalement, ça crée un peu de violence. Puis cela, le président même a dit, bon, le lendemain, il devait faire clôture de sa campagne. Il dit, bon, pour éviter tous ces problèmes, je renonce à ma clôture de campagne. Mais le contraste est quand même fort. Les incidents qui ont émaillé la campagne et puis le jour du scrutin qui s'est passé sans problème, c'est quand même... Voilà, donc même si vous avez écouté aujourd'hui, bon, l'Union africaine et les observateurs de l'Union africaine, les observateurs de CEDEAO, de l'Union européenne, ont vraiment confirmé que le vote, même s'il y a eu des dysfonctionnements, mais ça se passait dans les conditions normales. Mais justement, est-ce que c'est l'opinion la mieux partagée par les Guinéens? Vous permettez que je réagisse? Est-ce que c'est l'opinion la mieux partagée par les Guinéens? Chers collègues, vous permettez que j'apporte un mot si ce n'était pas normal, les gens allaient sortir, bon, on allait entendre, parce que vous savez bien comment les Guinéens réagissent. Quand ça ne va pas, on ne marche pas les mots, on sort, on revendique, c'est leur droit. Donc, mais est-ce qu'ils n'attendent pas que les résultats tombent officiellement pour réagir? Non, mais quand même, vraiment, la preuve est là, on a déjà compris. L'opposition même a compris. Vous savez, je vais vous dire une chose, le défaitiste a beaucoup d'arguments. S'il ne dit pas, peut-être j'ai glissé, soit on m'a surpris, ou bien je n'avais pas bien mangé, ou bien à ceci, à cela. Eux, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas, 1000 manières quand on fait les élections, l'opposition là n'est pas apte à vaincre Alpha Condé parce que le président a pu réaliser dans 5 ans ce que eux, quand ils étaient au pouvoir, ils ont tous été premiers ministres. Ils n'ont pas pu faire soulager le problème. Le premier ministre, c'est un fonctionnaire, mais le pouvoir, c'est non. Un premier ministre n'est pas n'importe qui. On peut écouter l'FDG. Un premier ministre, c'est un permettez, exécutant. chers collègues, qu'on fasse le débat. D'accord. Je pense que nous entendons le discours habituel du RPG arc-en-ciel là. En Poulard, nous avons un adage qui dit Ngata Wuta. Ça veut dire que ils pincent d'abord et puis ils viennent ensuite apaiser la douleur. Ça, c'est la tactique du RPG. C'est ce qu'ils font. Ils déclenchent une violence et ils viennent appeler à la paix. Alors, nous avons l'habitude. En 2010, nous avons eu l'habitude de ce qu'ils ont fait avec le faux prétexte de l'empoisonnement d'eau qui avait déclenché une chasse aux sorcières et des violences du côté de Sigiri et Kouroussa. Nous avons l'habitude. Nous les connaissons. Mais juste pour revenir un peu à cette élection de manière globale. Prenons l'exemple du Sénégal. Combien d'inscrits avions-nous sur la liste électorale? 27 000 personnes. 27 000, hein? Vous avez bien entendu. 28 000. 28 000, si vous 28 voulez. 000, 28 000 inscrits. D'accord. Est-ce qu'ils avaient tous leur carte d'électeur? Non, permettez. Non. Une personne peut faire la différence. Non, permettez. Accordons-lui 28 000. Moi, j'ai les chiffres officiels qui sont sortis de la centralisation. 28 000. D'accord. Permettez, nous n'allons pas nous quereller pour 1000. C'est relatif, d'accord. Ce que je voulais vous dire. Mais ça, c'est n'importe quoi. Ce que je voulais vous dire, même si nous avions 30 000 inscrits, ce que je voulais vous dire,
vous savez combien de Guinéens vivent au Sénégal? Nous parlons de bas mot 1 million de personnes. Mais ça, je vous donne un chiffre très faible. Il y a au minimum 1 million de ressortissants guinéens au Sénégal. Et vous pensez que 28 000 personnes, vous pensez qu'il n'y a que 28 000 personnes qui sont intéressées par la politique de leur pays? Non. Beaucoup n'ont pas pu avoir leur carte d'électeur. Je vous dis, non, je ne parle même pas de carte d'électeur. Inscrit. Ils n'ont pas pu se faire recenser. Pourquoi? Parce que toute la stratégie de fraude du RPG a commencé depuis longtemps. Ils n'ont pas permis aux citoyens de se faire recenser sur les listes électorales. Dans la seule région de Dakar, nous avons plus de 100 000 personnes, de 100 000 ressortissants guinéens. Dans la seule région de Dakar. Beaucoup plus que 100 000. Nous avons des centaines de milliers. S'il n'y a eu que 28 000... Autrement dit, ces 28 000 personnes ne sont qu'une proportion biblique par rapport à un déluge qui pourrait changer les résultats. Mais bien entendu. Dans quel sens? Mais dans le sens de l'UFDG. Le pouvoir en est conscient. C'est pour ça qu'il a tout fait pour essayer de faire une campagne médiatique au Sénégal, parce qu'il voulait essayer d'inverser la tendance. Mais il le sait. Le Sénégal est un fief de l'UFDG. Il le sait. C'est pour ça qu'ils ont fait, je vous dis, nous avons des millions de ressortissants guinéens. Nous n'avons pu inscrire que 28 000 personnes. Avec toutes les difficultés, vous êtes au courant. L'histoire de quelques milliers de personnes là, dont mon collègue faisait référence par rapport à Joal. Mais vous ne savez pas comment est-ce que ce kit de recensement avait été sorti de l'ambassade pour être amené à Tcharoy. Par exemple, au Libéria, ou je sais pas, au Sierra Leone, ils n'ont pas reçu leur kit électoral et ils n'ont pas pu voter. Mais je vous dis, cette mascarade électorale a commencé depuis fort longtemps. Il y a des pays où ils n'ont amené qu'un seul kit électoral, avec un maximum possible de recensement de 100 personnes par jour. Donc ils se sont assurés qu'on ne peut pas recenser plus de 3000 personnes dans le mois. Parce qu'ils savent qu'ils sont minoritaires dans le pays et dans la diaspora. Mais que disent vraiment les sondages actuellement? Les sondages, les chiffres, quels sont les chiffres des sondages? Je vous dis. En national et à l'international. Je vous dis. Permettez d'abord que je vous dise. Vous savez, une mascarade électorale, ce n'est pas seulement le jour du vote. Ce n'est pas seulement le jour du vote. La liste électorale, l'établissement de la liste électorale comportait des anomalies énormes. Je vous dis qu'au Sénégal, nous avons des millions de ressortissants guinéens. Nous n'avons que 28 000 qui sont inscrits. Ça a été difficile pour identifier les électeurs déjà sur le liste. Je vous dis, nous n'avons que 28 000 au Sénégal. Et là, est-ce qu'on peut penser que ce sont des insuffisances des services statistiques de la Guinée? Non, mais je pense que... Si vous me permettez, parce que les statistiques... Les statistiques. Parce que moi, je pense que la CENI n'était pas prête pour les élections du 11 octobre. Et pourquoi la CENI a fait croire aux partenaires internationaux, aux observateurs, qu'elle était prête pour ces élections-là. Et qui, eux, après coup, se sont rendus compte que la CENI n'était pas prête vu tous ces dysfonctionnements. Donc, est-ce que si on milite pour une annulation du premier tour, ce n'est pas une revendication légitime de l'opposition et à laquelle Alpha Condé doit pouvoir prêter oreille attentive s'il veut éviter la guerre civile dans son pays? Parce que c'est peut-être justement le mot guerre civile est trop fort. Bon, on peut l'admettre, mais il y a quelque chose qui peut attirer l'attention. Arc-en-ciel, vous avez mis arc-en-ciel. Et quand on parle d'arc-en-ciel, on parle en fait de la sensibilité ethnique et religieuse. On sait qu'en fait les problèmes ethniques et les problèmes religieux sont des problèmes qui peuvent facilement effriter une unité nationale. Quelle est l'opinion la mieux partagée pour justement régler et surmonter justement ce problème ethnique et religieux et permettre quelque peu aux candidats de couper la poire en 2 ou 3 et permettre justement au peuple guinéen de dormir de son sommeil de justice. Le débat est trop campé entre... Je voudrais commencer d'abord par la CENI. La CENI qu'on est en train de parler, c'est Commission électorale nationale indépendante, comme au Sénégal, Sénat. Donc autonome. Elle ne joue pas tout le temps leur rôle comme il faudrait quand même. Il faut les dénoncer. Maintenant, la CENI qui était installée travaillait avec Waymark, une société africaine, sud-africaine, qui avait géré les élections 2010. L'opposition a accusé cette société d'être incompétente. Maintenant, les opposants ont trouvé l'unanimité sur Gémal Touré, qui est venu organiser les élections cette année. En 2013, les mêmes dysfonctionnements ont apparu. Au niveau de la CENI, il y a les représentants de chaque parti. La vice-présidente de la CENI
est de l'opposition, de l'UFDG, qui est venu ici coordonner le recensement. Maintenant, sur le fichier électoral national, il y a 6 millions de Guinéens qui sont inscrits. Et la Guinée, vous connaissez le nombre, la population, c'est 12 millions d'habitants, n'est-ce pas? Et quand vous prenez même l'électorat de la diaspora, ça fait 1,8%. Ce n'est pas l'électorat de la diaspora. Parce que vous avez refusé que cet électorat l'électorat de diaspora, même quand Ben Sekou-Silla... Mais apparemment, ce sont les minorités qui font les majorités. Quand Ben Sekou-Silla, qui est décédé, qui était le président de la CENI, celui-ci a organisé... Est-ce qu'un million sur 6 millions fait 1%? Écoutez-moi. Chers confrères, 1 million sur 6 millions, est-ce que ça fait 1%? Je vous ai écouté quand vous avez parlé. Écoutez-moi. C'est le principe de dialogue. Je vous dis... quand Ben Sekou-Silla était le président de la CENI, avant qu'Alpha Condé ne soit président, c'était Sekouba Konati qui était président de transition. On sait que Ben Sekou-Silla... Le général. Oui. Ben Sekou-Silla a été condamné parce qu'il a truqué les élections. Et on sait qu'il a truqué l'enrôlement. Parce qu'on sait d'ailleurs que c'était le représentant de Sidi Touré. C'est pourquoi la justice l'a condamné. Il est décédé en France. Lui-même, il sait mieux que moi comment les choses se sont passées. Maintenant, je vous dis tout à l'heure que la population guinéenne est de 12 millions et on a pu recenser que 6 millions d'électeurs. Est-ce que ça veut forcément dire que tous ceux qui sont, même au Sénégal, tous ceux qui sont sénégalais peuvent être inscrits sur le fichier électoral? Non, ce n'est pas tous les Guinéens qui sont recensés aussi, il faut savoir. Donc, même, on est dans un pays où le droit de l'homme est beaucoup bien respecté que chez nous. Est-ce que tous ceux qui sont citoyens sénégalais sont vraiment électeurs, détiennent les cartes d'électeurs? Donc ça ne veut pas forcément dire que les Guinéens qui vivent au Sénégal doivent tous avoir les cartes d'électeurs. Avec le temps qui a été fixé par la CENI de faire l'enrôlement, on ne peut pas faire, on a donné 1 mois. Après, on a augmenté, on a fait une prolongation de 10 jours. Nous avons été à Zoal pour recenser. Il y a 2 éléments de la CEAMI qui ont été assermentés. La CEAMI est assermentée. C'est-à-dire la CENI, les démembrements de la CENI au Sénégal, qui ont été, M. Chérif et M. Baldé, ont été dénoncés le kit qui était à Zoal. Dire à l'autorité qui était là-bas que les Guinéens sont venus faire recenser d'autres Guinéens dans le cadre de fraude ici. Donc on ne nous a même pas adressé en des correspondances. Donc c'est l'incompétence de l'ambassade. Voilà, ceux-là sont venus nous dire, bon, arrêtez justement, tout le travail. Vous parlez d'incompétence. Si vous permettez, vous parlez d'incompétence de l'ambassade. Si vous permettez, en fait, que j'insiste, parce qu'en fait, un continent ne vaut que ce que valent ses experts. Est-ce que vous pensez que les services compétents de la Guinée ont été à la hauteur, tant en national qu'en international? Sinon, si on entre dans le fond du problème, quelle est la logique des projets et des programmes qui peuvent permettre de passer à... Quand vous voyez même l'élection, on met CENI... Chers collègues, vous allez avoir la parole. Donc, la CENI doit travailler avec le ministère de l'administration du territoire. Et l'autorité qui représente la Guinée, si c'est l'ambassade, si la CEAMI ou la CENI souhaiterait travailler dans un endroit, devrait faire d'abord remonter l'information au niveau de l'autorité. Nous souhaiterons travailler ici. Mais donc, si l'opposition n'est pas intégrée dans ce l'autorité, processus, à son tour, doit adresser une correspondance à l'autorité sénégalaise. Bon, vu comme on appelle la situation, nous souhaiterons faire un enrôlement dans tel endroit. Et tous les partenaires... Dans les formes, c'est comme ça que ça se passe. Dans les formes, attendez. Après, on veut maintenant accuser l'autorité de n'avoir pas accompli son travail. Chers collègues, si vous permettez, je voudrais revenir d'abord sur la question tantôt par rapport à un problème ethnique qu'il y aurait. Nous entendons parler de ça. Il n'y a pas de problème ethnique en Guinée. C'est même interdit par la... Non, mais il n'y en a pas. Il y a des mariages interethniques. Les gens, avant l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, vous n'entendiez pas parler de problème ethnique. Comment cela se fait-il que soudainement, on se réveille avec un problème ethnique qui n'existait pas avant? Non, il n'y en a pas. Non, on a peur des démons du passé. C'est pour cela que... Attendez, je vais vous dire. Il n'y a jamais eu de problème ethnique en Guinée. Le problème, ce sont les dirigeants qui instrumentalisent les bas instincts de certains pour arriver à leur fin.
pour instiguer la violence et l'intimidation. Parce qu'ils savent... Est-ce que l'opposition doit jouer? L'opposition ne doit pas tomber dans ce piège. L'opposition ne tombe pas dans le piège de la division ethnique. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas une ethnie. Regardez, en Guinée forestière, quand Alpha Condé allait faire sa campagne à Zérékoré, pourquoi il y a eu quelques violences? Les soldats, les forces de l'ordre, dits de l'ordre, sont allés exiger que toutes les personnes ferment leurs boutiques ou leurs affaires pour qu'ils viennent applaudir le président. Les gens ont dit non, nous sommes en campagne électorale, c'est un candidat qui vient, c'est pas le président. Ils ont besoin de le temps libre. Non, mais c'est même pas ça. Ils disent, ici nous ne sortons pas pour accueillir le président. C'est un candidat qui vient. C'est Loudalin est venu, nous l'apprécions, nous sommes sortis en masse. Alpha Condé, le candidat, vient, ce n'est pas le président, c'est le candidat. Il ne nous intéresse pas, nous ne sortons pas. Et donc ils sont venus mater les gens. Voilà le type de choses. Maintenant, je veux revenir sur la CENI. La CENI porte mal son nom. Le I d'indépendante devrait être remplacé par un S de soumise. C'est une commission électorale soumise. Je ne pense pas, je ne crois pas à une faute ou à un manque de compétences de la CENI. Non. Tout ceci est calculé. C'est calculé. Les kits qui n'arrivent pas, les kits de recensement, le fait de faire exprès d'envoyer un nombre insuffisant de kits de recensement... Là, ça ne frappe pas qu'un seul candidat, ça frappe tous les candidats quand même. Oui, mais permettez, je vais vous dire... La CENI, ça concerne tous les candidats, ça ne désavantage pas un seul candidat. Je vais vous donner l'exemple de ce qui s'est passé à Paris, en France. Qu'est-ce qu'ils disent? Seuls les détenteurs de cartes consulaires peuvent se faire recenser. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent l'octroi de cartes consulaires à toute personne susceptible d'être favorable à l'opposition. Ils sortent dehors, ils organisent la distribution en masse de cartes consulaires à leurs militants. Et le jour de recensement, qu'est-ce qu'ils font? Ils exigent que seuls ceux qui ont des cartes consulaires viennent se faire recenser. Et là, si ces entraves et ces écueils sont rencontrés par la diaspora, est-ce qu'en national, si on rencontre les mêmes écueils et les mêmes entraves, ça ne va pas quelque peu effriter? Et d'autant plus qu'il y a eu le communiqué numéro 3 et numéro 4 de la CENI qui a permis à ceux qui n'avaient pas de carte de voter. Et puis ça, c'était en cours de vote, donc les électeurs n'ont pas été informés de ça. Mais il y a le communiqué numéro 3 et 4 de la CENI qui a communiqué les règles en plein milieu du jeu. Non, mais je vous dis que si tout le processus électoral, je le redis bien, tout le processus, pas seulement le jour du vote, mais avant, au niveau du recensement des électeurs, s'il se déroule bien, Alpha Condé ne passe même pas au deuxième tour. Je ne vous dis pas... Vous pensez que les résultats du premier tour sont favorables mais je vous dis, il ne va même pas se qualifier pour un deuxième tour éventuel. Si les choses se passent dans l'ordre, si tous les citoyens guinéens, quelle que soit leur présupposée appartenance politique, se font recenser de manière impartiale par une CENI qui est vraiment indépendante, pas soumise. Mais là, quelle est la partition jouée par les médias guinéens en termes d'information, de sensibilisation et de communication? La presse, c'est le centre de communication électorale. C'est là-bas que tout se passe. Bon, je pense que quand on parle d'abord de la paix, l'UFDG n'a rien à nous apprendre de ce qui concerne la paix. Quand Alpha Condé, on le dit, l'opposant historique, d'abord, il a été opposant et il a remporté combien de fois les élections? Et qui a parlé à ses militants à la retenue et à la paix. Ça c'est Il a fait la prison combien de fois? Si on se réfère au livre, donc il ne faut pas vraiment dire que... autrement dit, faire la prison, c'est un motif pour pouvoir diriger une nation africaine. Je voudrais dire aussi à mon confrère qui a été premier à dire c'est notre tour. Ce n'est pas le fondateur de l'UFDG qui a dit cette fois-ci c'est notre Ba a dit cette fois-ci c'est notre tour. Les Malinké ont géré, les Soussous ont géré. Maintenant c'est notre tour. Ce n'est pas en se basant, n'est-ce pas, dans un groupe communautaire qu'on peut prétendre à gérer une nation. Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre à mon confrère? Base communautaire ou bien en tant que parti politique? Non, est-ce que je peux répondre à mon confrère? Est-ce que c'est vous qui n'interprétez pas mal un propos? Ça s'est dit exactement comme ça. Permettez que je réponde à mon confrère. C'est notre tour. Donc, cher confrère, de notre tour en tant que parti politique, peut-être, mais pas en tant qu'ethnie. Si vous le transformez en ethnie, c'est sûr que vous allez ethniciser le débat. Mais s'il a dit cette fois-ci c'est notre tour en tant que parti politique, la politique, parce que les problèmes ethniques et les problèmes religieux peuvent facilement effriter une unité.
nationale. Et c'est ce qui fait que nous avions commencé en fait à l'entame de nos propos par dire que loin d'être une âme ruinée, une nation qui sait valoriser ses potentialités est semblable à un individu qui sait tirer parti de ses atouts. Maintenant, est-ce que les experts guinéens sont conscients de cela? Tout à fait. Je dirais que d'abord, en Guinée, aucun groupe ethnique ne peut dire qu'il est majoritaire. Ceux qui sont majoritaires, c'est les métis. Parce que vous ne trouverez dans aucune famille qu'on ne voit pas une Peul ou bien un Malinké ou une Malinké ou Soussou à quelque part. Si vous êtes issu par exemple d'une famille Malinké, vous allez trouver peut-être un frère ou bien une sœur à épouser. Il faut préserver l'unité nationale. Donc voilà, donc il y a en quelque sorte un mélange qui est là. Vous allez trouver même des forestiers qui sont chez les Peuls chez les Soussous chez les Malinké. Autrement dit, la guinéenne est bien chez elle. La Guinée, donc cela est indivisible. Monsieur Diop, mais vous si entendez, quelqu'un, écoutez, si moi je voudrais inviter mon confrère, à arrêter de parler d'ethnie. Écoutez-moi, il si n'y a un pas de opposant problème est pauvre ethnique au pays. d'idées, n'a pas de programme, vraiment qu'il peut se baser d'un groupe ethnique pour prétendre diriger une nation. Chers confrères, non, vous écoutez, êtes en train de parler si vous prenez les pas. États-Unis, par exemple, Obama, le premier noir qui était président, n'a jamais dit c'est notre tour. N'a jamais dit c'est le tour des Noirs. Mais aussi en parlant, en se focalisant. Permettez, n'est-ce pas? Donc vraiment, d'une guerre civile si Alpha Condé l'avait dit, je suis sûr et certain absolument que ça allait être difficile pour lui de gérer. Mais il a prôné quoi? La paix, rassemblement du peuple de Guinée. On rassemble le peuple de Guinée. 62 morts. Arc-en-ciel. 62 morts. 62 morts, comment? 62 personnes tuées lors de manifestations pacifiques de l'opposition pendant tout le quinquennat d'Alpha Condé. L'opposition guinéenne n'est pas une opposition de construction. C'est une opposition de destruction. Parce que souvent, l'opposition a manifesté 42 fois. Nous avons enterré 62 personnes. Manifesté 42 fois, sans autorisation. Nous avons enterré 62 personnes, citoyens guinéens. Oui, écoutez, je vais vous dire ce qu'on reproche à Alpha Condé avec ces 62 morts-là, n'est-ce pas la même chose qu'on reproche à Dadis Camara qui fait qu'il n'a pas été accepté? Bon, écoutez, et puis, quelle est la place des 8 candidats dans la Guinée forestière qui est réputée comme... Pourquoi, si vous comprenez pourquoi ils ne veulent pas accepter le scrutin? Permettez qu'on fasse le dialogue. Chers collègues, permettez qu'on fasse un dialogue. Non, vous avez l'habitude de me couper, donc moi, quand même... Vous avez longtemps parlé, chers collègues. Peut-être pour mieux procéder à un recadrage, est-ce qu'en fait, en termes clairs, la Guinée apparaît être ce champ de questions et cet espace de débat pluriel qui peut permettre à tous de converger vers l'essentiel. Vraiment. Permettez, chers confrères, que je réponde et puis je vous donne la parole. Structurons-nous ici. Le problème, c'est qu'Alpha Condé a dit à son arrivée qu'il prend la Guinée où Sékou Touré l'a laissé. Et Alpha Condé n'a pas de culture démocratique. En réalité, c'est un communiste. Et donc, il n'a pas une culture de débat. Et les communistes n'ont pas de qualité, n'ont pas de qualité, n'ont que des défauts. Non, mais je ne suis pas ici pour critiquer le communiste ou pas. Moi, je vous dis qu'Alpha Condé n'a pas de culture démocratique. Il ne tolère pas la contradiction. Il a réalisé à faire ce que nous n'avons pas fait. Si vous permettez, vous avez fait allusion en fait au concept communiste. Et là, il y a des idéologies justement qui se dessinent. Le libéralisme, peut-être le communisme. Oui. En fait, quelle est la tendance qui se dessine et qui apparaît être la meilleure pour mettre vraiment la Guinée sur les rails du développement? Je vous dis, en termes d'idéologie, à l'heure où justement la Russie est en train de se positionner sur le plan international. Marché, clairement, c'est l'économie de marché qui doit prévaloir. Le libéralisme. Et pourquoi? Parce que ce sont des libéraux. Parce que, non seulement parce que nous sommes des libéraux, mais parce que nous croyons à la propriété privée, à l'initiative privée, à la libération des énergies constructives d'un État. À l'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà. Non, pas de l'exploitation de l'homme par l'homme. Non. Ne voyez pas c'est-à-dire que nous ne prenons pas un libéralisme. Les communistes, ils jugent les libéraux comme un système qui préconise l'exploitation de l'homme par l'homme. N'est-ce pas un mauvais ciblage? Donc, lorsqu'il est en train de dire que Alpha Condé a dit qu'il a pris la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé, c'est pour juste éclaircir cette expression. La Guinée, Alpha Condé a dit que j'ai hérité une nation sans État. Vous-même, vous savez qu'il n'y avait pas l'État en Guinée.
D'abord, quand on parle des 3 éléments cumulatifs d'un État, il faut d'abord une population dotée d'une assise territoriale et gouvernée par une puissance publique. Et quand aussi, les personnes qui votent la loi ne doivent pas être son exécutant. Et justement, pour ce qui est des ressources guinéennes, comme la bauxite, le manganèse et tout ça, est-ce qu'il y a des programmes vraiment alternatifs qui se dessinent et qui pour permettre la prise en charge de ces ressources? D'abord, sur le plan minier, le président a réussi à faire un code minier. Ça n'a jamais été. D'autres même à quoi? Qui a accédé à quoi? Vous-même, vous voyez aujourd'hui. Qui a servi à quoi? Écoutez, vous-même, vous voyez aujourd'hui ce que ça a apporté, à l'État guinéen, ça n'a jamais apporté. D'abord, la Guinée doit d'abord fixer le coût. C'est ce que je veux dire, gagnant-gagnant, un contrat gagnant-gagnant. Tout investisseur qui prétend venir travailler sur le mine en Guinée devrait faire sur la base 50-50. Que l'État bénéficie 50 et aussi l'investisseur bénéficie 50. Je voudrais revenir sur les mines. Écoutez, je voudrais justement réagir sur les mines. Et justement pour une dernière fois, dans la mesure où tout simplement il nous reste que peu de temps, et c'est le lieu justement de poser une dernière question. Quand les 7 candidats de l'opposition commencent à contester les résultats, qu'en est-il vraiment? Et ils vont manifester. Et quelle est la tendance qui se dessine? D'accord, d'accord, mais je vais répondre à cette question, mais juste de manière très brève sur les mines. Toute l'agitation d'Alpha Condé a fait que toutes les mines ont été gelées pendant ces 5 ans de gouvernance. Le plus grand gisement de fer de Simandou a été gelé. Il n'y a rien qui a eu dessus. Ils ont commencé à geler, ils ont commencé à retirer des contrats. Rio Tinto n'a rien fait jusque-là. Donc, tout a été arrêté. Donc, toute l'agitation... le droit de revoir ces contrats-là avec toutes ces sociétés minières. Tout à fait. Fort bien, un État doit défendre ses propriétés. Nous sommes tout à fait d'accord. Dans le sens des intérêts. Un État doit défendre ses intérêts. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais il y a de la manière et il faut inciter les investisseurs à créer. C'est quoi? Quel est le résultat de toute l'agitation d'Alpha Condé? C'est que tout est gelé, il n'y a rien qui s'est passé. Ce n'est pas comme ça notre conception du développement d'un État. Voilà, chers amis auditeurs, nous vous rappelons que vous suivez un plateau spécial sur la Guinée. Le prétexte, bien entendu, ce sont les élections qui sont en train de se dérouler dans ce pays africain qui a joué sa partition dans l'histoire de l'Afrique. Et votre fréquence de référence, la référence des fréquences africaines, toujours à l'affût des grands événements africains, a eu le plaisir, bien entendu, d'avoir avec elle M. Seydou Diallo, responsable de UFDG et chargé de communication, et M. Mandiou Condé, chargé de communication du RPG, Arc-en-Ciel Sénégal, et M. Moustapha Gueye, sociologue, Moustapha Ley, sociologue, afin justement d'analyser les contours et les détours justement de cette élection-là et de poser les prémices de jalons éventuellement qui pourraient permettre de mieux comprendre, de mieux avoir une compréhension des résultats qui se dessinent et une meilleure intelligence de ce que l'Afrique peut attendre justement de ces élections en Guinée. Et nous avons donc tout le plaisir aussi de remercier mademoiselle Aïssatou Bella Diallo, réalisatrice en fait et journaliste à Convergence FM, qui a eu en fait toute la dextérité pour accompagner Convergence FM dans la mise en œuvre justement de ce plateau. Et quel dernier mot justement pour les citoyens guinéens et pour les citoyens africains et du monde? Une question subsidiaire peut-être que je poserai entre le pouvoir et l'opposition, qui trompe le peuple réellement? Et puis s'il y a des griefs à porter devant le juge, pourquoi les porter dans la rue? Puisqu'il y a chaque élection, il y a des contentieux post-électoraux qui sont portés devant le juge. Pourquoi ne pas attendre que tout cela soit fait? Ou bien est-ce qu'on décrit réellement le processus pour dire que les Guinéens ne sont pas mobilisés, sortis massivement pour aller voter avec engouement le 11 octobre, malgré les difficultés qu'ils ont connues avec la CENI? C'est ça que je voudrais savoir du fond de vous-même, votre bonne conviction intime. Ok, bien. Bon, ce que je dirais d'abord, je prône au peuple guinéen le calme, la retenue, quel que soit le résultat du scrutin, parce que l'essentiel, c'est que la Guinée gagne. Que ce soit Alpha Condé ou bien l'opposition, l'une de leurs, que l'intérêt de la Guinée soit en avant. Donc, nous savons d'abord que l'opposition a déjà anticipé le résultat, parce qu'elle a déjà senti qu'elle est défaitiste. Donc, il faudrait prôner aux militants la paix, la tranquillité
et le respect vraiment du résultat. Vu qu'il y a un juge qui est là-bas, et vu qu'il y a des observateurs internationaux qui sont venus superviser et qui ont témoigné, on ne peut pas dire que c'est Alpha Condé qui gouverne tous ces gens-là. Ils ne gouvernent pas en Europe, ils ne gouvernent pas toute l'Afrique, ils gouvernent que la Guinée. Voilà. Donc, l'intérêt de la nation avant tout. Que M. Diallo. Oui, je vous remercie pour cette émission. Je voudrais vous dire que nous, à l'UFDG, nous prônons la paix et le dialogue. Nous l'avons montré pendant toutes ces années de gouvernance d'Alpha Condé. Nous l'avons montré en reconnaissant les résultats de 2010, malgré que Alpha Condé avait réussi une prouesse jamais encore égalée dans l'histoire politique mondiale, je dirais. Cette fois-ci, nous disons, nous voulons la paix, mais dans la justice. Il ne faudrait pas que, pour qu'il y ait paix, que l'UFDG accepte de se faire voler sa victoire constamment. C'est-à-dire que nous ne voulons pas qu'on nous dise tout le temps, écoutez, pour qu'il y ait paix, il faut qu'Alpha Condé soit président, donc accepter sa victoire, quelles que soient les fraudes, quelle que soit l'organisation du structure. Nous prenons la paix, mais la paix dans la justice. Voilà ce que nous prenons. Voilà, chers amis auditeurs, nous vous remercions de votre aimable attention. Et pour ce qui est des observations, des remarques et des recommandations, nous remarquons en fait que les candidats prônent pour le même leitmotiv, la convergence plurielle vers le même cap, la paix. Monsieur Ley, un dernier mot. Oui, un dernier mot pour dire que tous ceux qui pensent qu'il y a un cumulus nimbus et des rafales de vent qui vont s'abattre sur la Guinée, eh bien, ils ont déjà tort, parce que j'ai confiance à la maturité du peuple guinéen qui a montré sa détermination à posséder le principe démocratique. Et j'espère que, comme beaucoup le pensent, qu'Alpha Condé appelle à la guerre civile contre les peuples, que cela ne se fera pas et que l'entente prévaudra. Merci. Chers amis auditeurs, nous vous remercions de votre aimable attention. Last but not least, et bonne chance à nous, aux candidats. Merci beaucoup. Merci. Merci.